Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour à toute l'équipe, bonjour à vous chers auditeurs. Récemment, les campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont été relancées, preuve s'il en fallait que si beaucoup de Français ont tourné la page de cette période de pandémie, les polémiques à propos du vaccin qui est associé continuent de circuler, alors que certains cas d'effets secondaires graves commencent à être officiellement reconnus, ou que certains documents sortent des tiroirs démontrant le manque de transparence et d'honnêteté de nos dirigeants. Certains médecins, eux, se battent encore pour que l'État revienne sur les sanctions abusives dont ils ont été victimes pour avoir fait preuve de retenue ou de méfiance vis-à-vis de ces obligations vaccinales. C'est le cas notamment du docteur Geneviève Bourgeois. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes médecin gériatre et puis au niveau associatif, vous êtes dans le bureau de Choisir la vie, responsable de l'antenne d'écoute et de formation des soignants. Et d'Aventurine, c'est une association qui aide les professionnels lésés par la voie sur l'obligation vaccinale des établissements de santé. Et puis donc vous êtes en plein recours juridique au Prud'homme pour contester la suspension votre suspension du fait de votre objection de conscience. Et puis avec nous avons aussi Jean-Frédéric Poisson qui s'est donc engagé auprès de ces médecins qui, comme Geneviève Bourgeois, doivent lutter justement pour leurs droits. Donc merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Docteur Geneviève Bourgeois, est-ce que vous pourriez commencer par expliquer à nos auditeurs la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés durant cette pandémie de Covid-19 ? Oui, effectivement. Au sein de mon hôpital, j'étais président du CLIN, c'est-à-dire que je montais les politiques au niveau de l'infection et de l'infectiologie pour la défense des infections nosocomiales. Donc, nous avions à réfléchir et à nous positionner sur le sujet de la vaccination. Et donc, après les doutes que j'ai émis, la campagne de vaccination a bien eu lieu pour nos patients et nos résidents d'EHPAD. Mais pour moi-même, effectivement, j'ai refusé la vaccination. Et donc, à partir du 15 septembre 2021, je n'ai plus pu entrer dans l'établissement, alors que j'étais encore toute seule à travailler en tant que médecin une semaine auparavant. Et à partir du 19 octobre 2021, j'ai été suspendue, donc sans salaire pendant 20 mois. Ouais, alors... Et donc aujourd'hui... Allez-y. Et donc, en octobre 2023, j'ai déposé une requête auprès du Conseil des prud'hommes pour contester cette suspension. Et en fait, par cette contestation, on demande que soit déclarée l'inconventionnalité de la loi du 5 août, dans le but que ça serve aussi aux autres, évidemment. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce combat ? Pourquoi vous vous engagez auprès justement de ces médecins qui se sont retrouvés, on le dit, lésés par la loi ? D'abord parce que c'est une question de vérité. C'est la première chose. Le contexte vient d'être parfaitement rappelé par Dr Bourgeois. Nous avons été embarqués dans une infâme manipulation de masse, dont l'objectif n'était que, sur le plan politique, de faire peur aux Français et de tester leur capacité de résistance, et sur le plan économique, de permettre à des gros laboratoires de faire des profits absolument gigantesques, puisque tout ça s'est compté par milliards à la surface du globe, et la France, malheureusement, n'a pas échappé à cela. Deuxièmement, il y avait un enjeu de santé publique, c'est-à-dire que, alors, comme je dis souvent, moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas disserter très longuement sur la différence entre un virus et une bactérie, ou sur les bienfaits et les méfaits des vaccins à ARN messager ou non. Ça, je laisse ça aux spécialistes. En revanche, je sais faire la différence entre un raisonnement et une poêle à frire. Ça, je sais le faire. Et quand on me prend pour un andouille, en général, je m'en rends compte. Donc, petit à petit, quand vous refaites l'histoire, on a oublié tout ça maintenant. Ça fait 4 ans. Enfin, on nous a raconté déversé sur nos intelligences des tombereaux d'absurdité, de bêtises. Enfin, vous passeriez même pas en cours élémentaire deuxième année avec des bêtises pareilles si vous étiez un élève et que vous écriviez tout ça sur votre cahier. Il y a donc un enjeu de vérité. Et très tôt, vous le savez, moi-même avec notre formation politique, avec d'autres, pas beaucoup d'autres malheureusement, nous avons pris position contre la politique sanitaire du gouvernement, contre ce mensonge, et en faveur d'une opposition ferme à ce qui était en train de subir les Français en termes de cette campagne de vaccination. Il se trouve que parmi ceux qui ont été au bout de
leurs convictions. Il y a ces soignants qui ont maintenu leur position initiale. Euh, Ces soignants sont les vrais et les seuls acteurs du quoi qu'il en coûte, cher Monsieur Macron, puisque ils sont encore une fois, quelles étaient les conséquences? Ils ont maintenu leur position initiale, ils en ont perdu leur emploi, perdu leurs moyens de subsistance, une partie de leur vie sociale, un certain nombre de facilités offertes d'accès à l'emploi, un certain nombre de services, etc., puisque leur statut en plus était validé par le Conseil constitutionnel d'une manière là encore absolument indigne et absolument contraire à nos traditions juridiques. Et donc j'ai voulu, pour d'abord toutes les questions qui tiennent à la campagne vaccinale comme telle, et au courage des personnes que je viens de nommer, dont le docteur Bourgeois est un exemple, à leur apporter en général leur soutien, et puis au docteur Bourgeois de manière particulière, puisqu'il se trouve que notre délégation départementale de VIA connaît bien le docteur Bourgeois et les personnes qui travaillaient avec elle et qui ont posé le même acte de résistance. Je suis allé leur rendre visite à 2 reprises dans la jolie commune de Briard, dans le Nivernais. Et voilà, j'ai été en plus absolument bluffé et même très ému par la solidarité, la capacité de, je ne sais pas si on peut dire de résilience, parce que je ne mesure pas ce que ça laisse comme blessure dans l'esprit et dans le cœur de ces personnes. Peut-être que le docteur Geneviève Bourgeois pourrait répondre à cette question, justement. Et je crois qu'il est important, comme le disait Jean-Frédéric Poisson, de dire qu'il n'y a pas que des médecins. Et en fait, c'est même les soignants, infirmiers et aides-soignants qui ont été les plus résistants, je trouve. Malheureusement, les médecins, on a été assez peu, bien qu'il y en ait, et que certains soient peut-être plus discrets, mais ils sont là, c'est vrai. Et sur ce qui est des séquelles, c'est sûr qu'il y en a. Et d'ailleurs, il y a des soignants qui n'ont pas pu réintégrer leur poste jusqu'à aujourd'hui du fait du traumatisme psychologique qui a fait qu'ils n'ont pas pu revenir. Et donc, on a perdu des soignants. Nous, on essaye avec notre association de les aider à se reconvertir pour pas qu'ils restent sur le carreau, tout simplement, comme il y en a qui restent actuellement. Donc, on a un infirmier qui est devenu inspecteur des impôts, on a certains qui deviennent enseignants, d'autres qui deviennent profs de musique, enfin voilà. Donc, c'est très bien qu'il y en ait pour ces professions-là, mais c'est quand même très dommage pour le système de santé français. Oui, surtout qu'on manque de médecins. On manque d'aides-soignants. On manque de médecins, on manque de soignants, on manque de tous les postes dans tous les hôpitaux. C'était déjà le cas avant la gestion catastrophique du Covid et c'est d'autant plus le cas actuellement, d'autant plus que tout ça donne non seulement aux patients un problème de confiance dans le système de soins et en plus aux soignants un problème de sens dans leur travail qui est quand même un travail de vocation et qui, quand il n'a plus de sens, est quand même difficile à mener vu les contraintes et la difficulté de ces emplois. Alors, vous, par ailleurs, docteur Geneviève Bourgeois, vous étiez dans un établissement qui, au-delà de la vocation médicale, avait aussi une certaine vocation spirituelle, puisque c'était un établissement à sensibilité catholique. Et alors, on s'étonne, puisque justement, cet établissement, à travers son engagement sur les questions comme l'avortement ou la fin de vie, normalement, est habitué à défendre la vie, la dignité humaine, à contre-courant de la doxa, justement. Pourquoi est-ce qu'on a fait face à une telle soumission dans ce cas précis ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus de pression. Et effectivement, c'est un établissement dans lequel j'ai pu, avec la direction, résister à certaines pressions sur la loi Claes-Leonetti dans ce qui est la sédation profonde. Hein, et on a pu continuer à accompagner nos patients comme on le faisait en soins palliatifs. Et ça, je crois que c'est très important. Parce que voilà, les patients ont besoin d'un accompagnement et non pas d'un interrupteur qu'on puisse allumer ou éteindre à notre guise. Ça, c'est pour les soins palliatifs. Et effectivement, on a fait ce travail ensemble. Et donc, j'ai été très confiante en 2021 qu'on allait mener ce combat ensemble. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, le management qui était basé sur la doctrine sociale de l'Église en a pris un coup. Et je crois qu'il y a eu beaucoup plus dans cette histoire de gestion Covid, beaucoup plus de pression de la part du gouvernement, des ARS en particulier, avec des menaces de sanctions financières,
et de fermeture d'établissements. Alors un tout petit établissement comme le nôtre, et d'autant plus d'inspiration chrétienne, a toujours un peu peur de ce que l'ARS peut faire. On avait créé une association, enfin pas une association, mais en tout cas un groupe de réflexion entre établissements de même sensibilité pour justement combattre ce genre de craintes. Et en fait, ça n'a pas suffi. Je pense que les craintes des représailles, en fait, on peut dire comme ça, ont été supérieures à la réflexion éthique, même si j'avais pu alerter sur ce point-là, ça n'a pas suffi. Oui. Alors, crainte légitime, puisqu'on le voit justement, vous en avez fait les frais. Vous parlez de cette pression, de cette peur, de cette crainte. On sent du coup vraiment le poids justement de ce système qui pèse sur les établissements comme le vôtre et sur votre profil en particulier, docteur Jean-Frédéric Poisson. Derrière cette pression et ces arguments qui sont finalement sanitaires, on discerne quand même certains enjeux politiques finalement. Mais le drame, c'est que ce ne sont pas des arguments sanitaires. Il n'y a pas d'argument sanitaire. Il n'y a pas une seule donnée scientifique qui soit sérieusement établie dans ce qui a été avancé par le gouvernement pendant 2 ans et demi ou 3 ans, et qui continue d'ailleurs pour une large part. Il n'y a rien qui soit juste. Il n'y a pas une seule directive de l'OMS qui soit claire sur le fait de savoir s'il faut confiner, pas confiner, mettre un masque, pas mettre un masque. Enfin, dans cette affaire, personne ne sait rien. Et on accuse des gens qui disent, attendez, si vous savez rien, dites que vous savez rien. Et puis laissez faire les gens là où ils sont, comme ça se trouve en cas d'épidémie, en cas de guerre, quand les personnels soignants manquent de moyens, ils font avec les moyens du bord, puis ils se débrouillent. Ils sont aussi formés pour ça. Donc laissons-les faire, faisons leur confiance. Là, le problème, c'est que c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça n'était pas une politique sanitaire, c'était une politique de défiance et de management par la peur, dont la crise sanitaire a été un prétexte. C'est comme ça qu'il faut lire cette crise. Nous l'avons dit, nous, pendant cette crise, et nous voyons que, au fur et à mesure des choses qui se déploient maintenant, la vérité finit toujours par se faire connaître. Je dis de temps en temps, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais ils arrivent au même endroit. Simplement, il y en a une qui arrive après l'autre. Donc, nous sommes dans le temps où, effectivement, la vérité, petit à petit, commence à éclater. une fois qu'elle aura terminé son ascension. Donc, si vous voulez, toutes ces personnes se sont retrouvées dans des conflits de conscience terribles, qu'elles ont d'ailleurs arbitré comme elles ont pu, chacune d'entre elles, parce qu'il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les personnes qui ont considéré qu'elles ne pouvaient pas faire autrement que d'être vaccinées. Je me souviens d'ailleurs d'une aide-soignante que j'avais rencontrée chez vous, docteur, la deuxième fois que je suis venu, qui m'expliquait en pleurant qu'elle avait été obligée de se faire vacciner parce qu'il avait fallu qu'elle reprenne son travail parce que sa situation familiale ne permettait pas de faire autrement. Donc là, on n'est pas dans une politique sanitaire, on est dans la terreur qui est organisée pour que les gens fassent des choses que librement ils n'accepteraient pas de faire. Et encore une fois, ceux qui ont le courage de résister à cette pression ont été mis au banc de la société et doivent aujourd'hui aller faire reconnaître devant les tribunaux le bien fondé de leurs décisions et leurs droits. Et j'espère bien que effectivement ce procès au prud'homme qui est engagé ces jours-ci donnera raison au docteur et que ça fera tache d'huile. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un jugement d'ailleurs qui a été déjà prononcé dans l'Est, il me semble, au tribunal de Nancy, qui a donné raison aux plaignants. Voilà, pourvu que ça se propage et pourvu que tous ceux qui ont procédé ainsi, alors que les patrons qui ont procédé ainsi soient pénalisés, c'est la moindre des choses, et que les plaignants soient rétablis dans leurs droits, c'est le mieux. Ouais. Un mot pour terminer pour l'amont sur l'attitude des organisations et des dirigeants. Je comprends très bien, je sais ce que c'est, je sais ce que peut être le poids de l'État quand il commence à s'exercer sur une organisation quelle qu'elle soit. J'ai été élu local pendant plus d'un quart de siècle, je vois à peu près comment ça peut fonctionner. Mais là encore, je trouve que on a manqué d'esprit de débrouillardise, on a manqué de ruse, on a manqué d'habileté. Il y avait 150 manières de rassurer les ARS sur le fait que, bien entendu, ils sont tellement embourbés dans leur papier à faire de la paperasse, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se déplacent dans des établissements sanitaires, ils n'ont jamais fait de leur vie, ils n'allaient pas le faire pendant le Covid. Donc ça a manqué je sais pas, d'esprit de contestation et de résistance. Tout ça était un peu moutonnier en réalité, même si je n'ignore rien des pressions publiques sur ces organisations, et j'espère qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont pris ces décisions à l'égard de ces pauvres salariés
s'en mordent les doigts et qui s'en mordront les doigts longtemps. Et qu'en plus, ça va leur coûter un peu d'argent. Ça leur fera du bien. On va suivre tout cela de très près. Jean-Frédéric Poisson, vous évoquiez en début d'entretien une certaine tradition juridique en disant que justement toutes ces décisions, elles allaient à l'encontre de nos traditions juridiques. Et c'est vrai que dans le droit français, la liberté et encore plus nos libertés individuelles ont une place extrêmement importante. Aujourd'hui, quand on est face à ce cas, dans le cadre du docteur Bourgeois, on est finalement face à une négation pure et simple de la liberté individuelle, de la liberté de conscience. Docteur, est-ce que c'est comme ça en tout cas que vous le ressentez et que vous l'expliquez ? Non seulement les libertés fondamentales qui sont on va dire, du droit commun, mais également toute la déontologie médicale, puisque Jean-Frédéric Poisson le disait tout à l'heure, il n'y a pas de liberté derrière, il n'y a pas de consentement libre et éclairé. Et ça, c'est quand même une des premières choses de notre déontologie médicale, respecter le consentement libre et éclairé des personnes. Et quand on voit l'aide-soignante dont parlait M. Poisson, qui arrive en pleurant à la salle de vaccination, je crois qu'on ne peut pas décemment dire qu'elle a donné un consentement libre et éclairé. Ouais. Sur Jean-Frédéric Poisson. Il y a deux niveaux de réflexion sur le plan du droit. Le premier, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question du respect des libertés publiques et des droits fondamentaux de tous les citoyens en règle générale, et particulièrement pour les soignants. Alors, soit le code de déontologie médicale, soit la charte des personnels infirmiers pour ceux qui sont soumis à cette règle-là. Mais dans le cas précis, il y a cette fameuse loi qui a permis aux employeurs de suspendre le contrat de travail sans autre forme de procès des personnels qui n'étaient pas vaccinés. Et là, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition d'une manière absolument scandaleuse, puisque pour la première fois, même peut-être dans l'histoire générale du droit en France, je ne parle pas des périodes dans lesquelles des régimes autoritaires étaient en place, quelle que fût leur couleur, pour la première fois, des gens ont été sanctionnés pour n'avoir pas accompli quelque chose qui n'était pas obligatoire. Parce qu'en fait, à aucun moment, il n'a été obligatoire d'être vacciné, à aucun moment. Alors, je ne parle pas des personnels de santé, c'est un autre, là on est dans un cas un peu différent, mais il y a des tas de salariés qui n'avaient aucune obligation de se faire vacciner et qui se sont vus suspendre le contrat de travail parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Mais est-ce que on peut réfléchir 2 secondes à ce que signifie cette dérive validée par le Conseil constitutionnel que, n'ayant pas accompli quelque chose que personne ne vous oblige à faire, vous êtes puni? C'est particulier quand même comme vision de la société. Et ça se répercute avec moins de netteté ou de précision dans le cas des personnels soignants à cause de l'obligation qui leur était faite à eux d'être vaccinés, enfin les personnels qui puis un certain nombre d'autres personnes. Mais malgré tout, il y a 2 choses qui ont été mises à mal de manière absolument tragique dans cette circonstance. La première, c'est effectivement toute la déontologie médicale, et en général la déontologie des personnels de santé, qui a été foulée aux pieds. Et deuxièmement, pour les médecins, la liberté de prescrire, parce que je rappelle quand même qu'on a expliqué un certain nombre de conseils de l'ordre, pas tous, mais quelques-uns. J'ai eu d'ailleurs communication de leur circulaire interne, ont écrit à l'ensemble des médecins généralistes de leur département, en expliquant que ceux qui administreraient de l'hydroxychloroquine et des autres produits comme cela pour lutter contre le Covid seraient purement et simplement suspendus. D'ailleurs, certains l'ont été. Ouais. Donc, on entre en fait on est entré dans un régime qui est un test de la capacité de résistance des Français au rabotage de leur liberté. Voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, ça s'est fait aussi sur le plan médical pour notre malheur à tous. Oui, c'est bien la difficulté de notre affaire, c'est que donc c'est Maître Sophie Voena qui est l'avocate de la partie adverse, donc l'avocate de l'association Batéros Hôpital Saint-Jean, donc qui gère l'établissement privé dont vous faisiez partie, docteur Bourgeois. Donc Maître Sophie Voena nous explique: vous devrez juger d'une loi que l'hôpital Saint-Jean n'a fait que respecter. Il ne peut être déclaré fautif. Aujourd'hui, on s'oppose bien évidemment à des employeurs qui ont pratiqué ces sanctions, etc. Mais on s'oppose plus largement, carrément, au droit. Comment est-ce qu'on fait face? Est-ce que vous avez espoir, docteur Geneviève Bourgeois, ou est-ce que vous avez l'impression de vous battre face à un géant? On a surtout l'impression de se battre face à un pigeon qui change les règles au fur et à mesure.
Donc c'est assez compliqué effectivement. Maintenant, mon avocat, maître Jérôme Triomphe, a fait un travail extraordinaire et a pu relever toutes les inconventionnalités qu'il y avait, en particulier avec les décrets européens et en particulier évidemment avec le décret d'Oviedo qui dit que personne ne doit être obligé à participer à un essai thérapeutique puisque les vaccins avaient non seulement une AMM conditionnelle, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché qui était conditionnelle au seul fait que, soi-disant, il n'y avait pas de traitement efficace, alors que ce n'était pas le cas. Et deuxièmement, ils étaient encore en phase expérimentale sur le plan juridique et médical. Donc, certes, c'est extrêmement difficile ce qu'on entreprend, mais je crois qu'il faut qu'on garde espoir, puisque la loi du 5 août est arrivée en France en allant à l'encontre du droit du travail, qui effectivement n'autorise pas une suspension pure et simple d'un contrat de travail. Maître Venoy a également dit que c'était pas il n'y avait pas de sanction pour moi puisque je n'avais pas d'amende. Sauf que je considère qu'en fait, l'amende, je l'ai payée tous les mois et c'était une amende à la hauteur de mon salaire exactement. Voilà. Elle va aussi à l'encontre du tout le code de déontologie médicale cette loi est inconventionnelle sur d'autres plans également, que ce soit au plan international ou sur le plan français. Il y a aussi eu la loi de transparence en santé de 2013 qui a été complètement bafouée. Les médecins qui ont parlé sur les plateaux, la plupart étaient bourrés de conflits d'intérêts et ça va jusqu'aux politiciens, que ce soit nos ministres de la Santé successifs, puisqu'il y en a quand même eu 6 en 2 ans, et jusqu'à la Commission européenne. Donc, toutes ces lois ont été bafouées et nous espérons bien le prouver. Et je pense que c'est ce qu'a fait mon avocat, Maître Triomphe, dans notre dossier. Maintenant, il faut bien aussi voir que moi, évidemment, le légal, même si j'ai compris que ça n'allait pas au niveau légal, au niveau juridique, au niveau institutionnel, mais là, pour le coup, c'est pas mon domaine à moi. Mon domaine, c'est celui du sanitaire, des études. Et depuis le début, depuis que j'ai vu que dans l'étude initiale de Pfizer, il n'y avait que 1700 personnes âgées sur 44 000, c'est la première chose qui m'a alertée sur les problèmes liés à ce vaccin, outre le fait que les traitements précoces qui avaient été essayés depuis début 2020 étaient en fait tout à fait efficaces. Et moi, j'ai traité mes patients. J'ai eu aucun cluster, aucune transmission croisée. On a traité et guéri tous nos patients avant la vaccination, que ce soit tous les établissements aux alentours du nôtre, il n'y a eu aucun cluster avant la vaccination. Et donc, après vaccination, il y a eu des clusters. Le nôtre, nous l'avons traité. Il n'y a eu que 10 patients atteints sur une aile de 24, ce qui est quand même relativement limité. Et on a réussi à n'avoir aucun décès. Alors que les établissements à côté en avaient jusqu'à 30% et la moyenne régionale était de 16%. Donc, j'estime que, en fait, tout, comme le dit Monsieur Poisson, quand on laisse faire les médecins, quand on laisse faire les gens de terrain, ils savent faire, ils savent se débrouiller et on sait traiter nos patients beaucoup mieux que des politiques. Ouais, finalement, on voit vraiment une opposition entre, comme vous le dites, les gens de terrain qui sont confrontés aux problèmes, mais qui aussi peuvent apporter des solutions, et justement, cette classe un peu déconnectée qui va se raccrocher au droit et, a priori, à leurs intérêts financiers. C'est petit à petit, en tout cas, ce qui est en train de sortir. Jean-Frédéric Poisson, pour défendre nos libertés, est-ce que vous pensez que le terrain juridique ou politique est encore une solution ? Parce qu'on voit bien ces derniers temps que, justement, tout ce qui se rapporte de près ou de loin de la politique ou au droit, ils sont généralement plus prompts à venir justement nier ou dégrader les libertés privées, d'ailleurs dans plein de domaines, au-delà de la santé. Il y a beaucoup de Français qui se sentent de moins en moins confiants justement vis-à-vis de ce système. Est-ce que vous pensez que c'est un système qui mérite d'être réinvesti, que c'est des combats qui méritent d'être menés, ou bien est-ce que vous pensez que finalement il faut marquer simplement une opposition pure et dure et finir peut-être même par nier la légitimité de nos dirigeants ou de nos juges justement à discerner ce qui est bien ou mal pour les Français ?
C'est une question très, très complexe que vous posez là. Et épineuse. Et de prime abord, et comme dirait un de mes vieux amis, c'est un sujet d'actualité qui restera longtemps. Mm. Maintenant, il est clair que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qui devraient être des gardiens de nos libertés, sont devenus des militants politiques. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne sont pas du bon côté du manche, pour le coup, et nous en avons partie à notre tour. Il est clair que l'état du Parlement et la qualité de ses membres, pardon de le dire comme ça, j'ai le droit d'en être juge, en ayant fait partie pendant quelque temps, les rendent incapables aujourd'hui de voter des lois pertinentes, de faire le nettoyage qu'il faudrait faire. Enfin, voilà. Il est tout à fait certain que les responsables politiques se contrefichent pour beaucoup d'entre eux de l'articulation de notre état de droit. Il est parfaitement clair que les juges ont acquis un pouvoir que personne n'aurait dû leur laisser prendre et que le droit lui-même leur interdit de prendre, mais on les a laissés faire, donc ils auraient eu tort de se gêner. Et il est certain que les Français s'en moquent, pour beaucoup d'entre eux. Parce que ça aurait dû, tout ce qu'on a connu sur la crise sanitaire aurait dû propulser dans la rue des millions de gens. Ouais. Des millions de gens qui auraient dû prendre par le col tous ces incapables et ces cuistres qui continuent de nous gouverner, d'ailleurs pour certains d'entre eux, les renvoyer leurs chères études, en passant par la case haute cour de justice de la République, parce que un certain nombre de choses qu'ils ont commises relèvent de la haute trahison. Rien de tout cela ne s'est produit. Est-ce que pour autant il faut renoncer? Non. Enregistrez très soigneusement, cher Liselot, ce que je vais vous dire là, parce que je ne le dis pas tous les jours. De temps en temps, la Cour européenne des droits de l'homme rétablit le droit des Français. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'entendre clairement, mais ça existe. Chers auditeurs, notez bien les propos de Jean-Philippe. Bien ce que je dis. C'est assez rare, encore une fois, c'est pas prêt de me convaincre sur le principe, mais ça existe. Il y a des kakis, comme dit l'autre. Bon. Et de toute façon, on est obligé de le faire parce que on ne va quand même pas nous laisser enfermer dans des choses qui sont iniques et qui sont insupportables. Parce qu'à la fin du compte, ce que les gens ne comprennent pas quand ils ne s'intéressent pas à ce genre de combat, c'est qu'ils sont jamais très loin sur la liste. Ouais. Jamais très loin quand vous commencez à laisser faire des choses. Vous savez, ce célèbre texte d'un pasteur protestant allemand qui avait écrit au début, ils sont venus chercher, je sais pas, telle catégorie, j'ai rien dit, puis après telle autre catégorie, j'ai rien dit, puis quand ils sont venus me chercher moi, il n'y avait plus personne, donc ils m'ont pris. Ben, voilà, ce qui est en train de se mettre en place petit à petit, c'est une espèce de nasse qui enserre les peuples, et à force de ne pas protester, tout ça va finir par nous étouffer purement et simplement, donc bien sûr qu'il faut protester. Alors, l'engagement politique est une manière de protester, il y en a d'autres, la désertion que aujourd'hui ou en tout cas au moins la réserve, le retrait qu'opèrent beaucoup de Français par rapport à l'engagement politique est pour moi d'une tristesse infinie. C'est absolument indispensable, même s'il y a d'autres moyens, parce que selon ce vieil adage de la gauche militante des mouvements de jeunesse, que je prends en mon compte, vous voyez combien je suis ce matin d'une ouverture d'esprit tout à fait remarquable. Si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi. Voilà. La réalité, c'est ça. Il n'y a pas de contre-exemple. Donc bien sûr que l'engagement politique n'est pas la seule manière, c'est aussi une manière, en tout cas, que ce soit de manière politique ou non, et quel que soit le mode que les uns et les autres choisiront pour entrer dans cette défense de nos libertés, il faut le faire. C'est un combat essentiel. Si vous vous en moquez pour vous, pensez à ceux qui vous suivent et pour ceux qui sont à côté de vous. C'est ce que j'ai à vous dire. Et merci en tout cas au docteur Bourgeois et à tous ces personnels résistants d'avoir résisté. Ils méritent nos encouragements, notre gratitude et notre admiration. On les remercie aussi. On va essayer de les aider à notre mesure, au moins en leur apportant notre soutien et de façon publique. Docteur Geneviève Bourgeois, il nous reste 2 minutes et on va clore par cet élément d'actualité. Aujourd'hui, les campagnes de vaccination reprennent, notamment pour les plus de 65 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur? Vous avez l'impression qu'on remet le doigt dans une boucle infernale Alors, j'ai vu un sondage passer et comme quoi 80% des Français ne se plieront plus à cette mascarade. Donc, tant mieux pour eux. Maintenant, je pense quand même aux 20% restants et aux effets secondaires graves que je vois toutes les semaines encore à l'hôpital, puisque moi, j'ai eu la chance d'être réintégrée. Voilà, attention aux effets secondaires. Il existe des associations qui s'occupent des effets secondaires et qui aident les gens à les déclarer. Et je crois que c'est d'une importance primordiale que chacun déclare les effets indésirables dont il a fait l'objet. C'est pas si difficile que ça et des associations comme la nôtre ou d'autres peuvent les aider.
Et ça, c'est important parce que ça va faire ressortir la vérité. Ouais. Et ce vaccin n'a empêché aucun cluster. Il n'a jamais été testé contre la transmission. Il n'a jamais été efficace contre la contamination. Et encore moins contre les formes graves. Il y a des études, en particulier en Israël, qui le prouvent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Ce qui est sûr, c'est que en quelques secondes? Contrairement à ce qui se passe sur CNews, ici sur Radio Courtoisie, on a le droit de dire que le vaccin ne servait à rien. Contrairement aux journalistes de CNews et d'ailleurs, personne ne vous a interdit de le dire, et même si on vous avait interdit de le dire, vous l'auriez quand même dit. Et troisièmement, tant que plus de 65 ans sont obligés de se faire vacciner, je l'annonce officiellement, je n'aurai pas 65 ans. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne méthode. Bravo Jean-Frédéric Poisson. Ça pourra en inspirer d'autres. Merci à tous les deux pour cet entretien matinal. Merci aussi pour votre combat, votre courage, votre engagement. On espère que tout ceci finira bien pour vous. Et puis, on va continuer de suivre ça de très près. Merci d'avoir été avec nous, Dr Geneviève Bourgeois et Jean-Frédéric Poisson.